Pour moi, la transformation, c'est uniquement une question de volonté. Il faut le vouloir, s'imposer des choses que l'on vit difficilement pour pouvoir évoluer. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Jonathan Bordereau, entrepreneur engagé, passionné de technologie et amoureux du vivant. Bonjour Jonathan. Salut Thierry. Alors Jonathan, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui parce que ton parcours incarne magnifiquement le thème du podcast, qui est celui de la transformation, comme tu le sais. Toi qui as su tracer ton chemin en conciliant technologie, quête de sens et fidélité à tes valeurs profondes. Alors laisse-moi le retracer, ce chemin. Tu nais dans les années 80 dans une petite ville du Val d'Oise, fruit d'une union aussi improbable que flamboyante, une maman issue d'une bourgeoisie déchue, cultivée et protectrice, et un papa marocain, élevé dans l'univers militaire français, rencontré lors d'un voyage, et qui osa dire cette phrase folle à ta mère à l'aéroport: on va s'aimer follement, et vous allez me faire un fils métis aux yeux clairs. Ce fils, c'est toi. Tu grandis sans figure paternelle, mais avec l'amour inconditionnel d'une mère qui t'élève comme la 7e merveille du monde, malgré les conditions de vie difficiles, marquées par l'expulsion de votre logement, les galères financières et une cité HLM où il n'est pas rare que les voitures finissent en cendres sur le parking. Tu es entouré d'amour, de femmes fortes, ta mère, ta tante, qui t'insuffle une force de caractère et la conviction que tout est possible. Bon élève, passionné de maths, tu t'épanouis malgré une timidité maladive qui te freine au point de ne pas oser danser sur Michael Jackson en soirée malgré les heures de répète de ta choré. Mais arrive au lycée, tu décides que ça suffit, que ce ne sera plus la peur qui dictera tes choix, c'est ton premier pas vers la transformation. Tu passes par la fac, puis en sors, pars aux États-Unis, puis en reviens, prêt à plonger dans le monde professionnel, mais pas n'importe lequel. Toi, ce qui t'anime, c'est l'humain. Et la tech. Pas la technologie pour la technologie, mais celle qui transforme la vie des gens, qui a un impact réel. Tu explores, tu vends, tu prospectes avec passion, toujours, et tu fais le lien entre deux moteurs, l'analyse du comportement humain et les innovations qui améliorent le quotidien. Et puis il y a la rencontre, celle avec Faria, ta partenaire de vie. Ensemble, vous formez un binôme redoutablement complémentaire. En 2015, vous cofondez Golden Bees, une start-up spécialisée dans le ciblage programmatique des offres d'emploi. Le succès est fulgurant, à tel point que le Figaro Classified en fait l'acquisition. Mais au fond de toi, un autre besoin émerge, celui de créer une entreprise à votre image, encore plus humaine, encore plus alignée avec votre vision. Et c'est ce qui te conduit avec Faria à cofonder Community en 2023, une plateforme qui analyse les dynamiques relationnelles et détecte les signaux faibles dans les équipes grâce à l'intelligence artificielle. Ton ambition, aider les organisations au travers d'outils d'IA pour responsabiliser les individus, favoriser le partage des connaissances et conduire à une meilleure prise de décision. Bref, une technologie au service de l'humain, exactement ce qui t'a toujours animé. Aujourd'hui, tu es à un moment charnière. Tu regardes ton parcours avec fierté, mais aussi avec lucidité. Tu sais que la suite ne sera pas dans l'accumulation, mais dans l'essentiel. Tu avances, poussé par cette même flamme, aider les autres à mieux se comprendre, mieux s'écouter, mieux vivre ensemble, dans les organisations comme dans la vie. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui l'opportunité d'en parler avec toi. Bienvenue sur le chemin, Jonathan. Waouh, merci Thierry et merci de m'accueillir dans ton podcast. Alors évidemment, ce que j'ai envie de faire tout de suite, c'est de faire agir sur le parcours que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi et qu'est-ce que tu ressens? Franchement, j'ai énormément d'émotions différentes. J'ai eu plein de flashbacks dans ma tête qui sont revenus, plein d'images, plein de films, des choses que tu as décrites. J'ai une grosse pensée aussi, je sais pas pourquoi, pour mes enfants qui ont un début de vie et un démarrage dans la vie tellement différent du mien. Et j'aimerais, tu vois, qu'ils écoutent ce résumé de ma vie en quelques secondes. Et je suis énormément touché. Voilà, j'ai du mal à trouver les mots, mais ouais, je suis énormément touché. Merci. Écoute, moi aussi, je suis vraiment ravi d'avoir l'opportunité d'évoquer ce parcours avec toi. Dans un premier temps, j'avais une question de curiosité. En retraçant ton parcours, on voit bien que tu as changé plusieurs fois de cap dans ta vie. Il y a eu de multiples transformations. C'est quoi, à chaque fois, qui t'a donné le courage, ou peut-être même l'élan, d'oser ces transformations? Et ça, c'est simple, c'est la passion. Je suis quelqu'un qui vit et est animé quasiment uniquement par la passion.
Et donc, la passion, comme tu le sais, c'est quelque chose d'éphémère. Et donc, à chaque fois, finalement, je découvre quelque chose, je me passionne pour cette chose, je le vis à 3000%. Et puis, à un moment, j'ai l'impression d'être arrivé au bout du chemin. Et du coup, il faut que j'entame un nouveau chemin, une nouvelle découverte, un nouveau voyage. Et donc, c'est là, en général, que se déclenche une nouvelle passion. Ça se fait pas forcément toujours d'affilée, mais en général, j'arrive assez facilement à rebondir d'une passion à une autre. Et c'est vraiment l'histoire de ma vie parce que je vis comme ça depuis ma plus tendre enfance. D'accord. Je dirais la chose auquel on pense en premier quand on pense passion, on pense aussi la possibilité de se faire consumer par ces passions, parce que les passions, c'est souvent intense, c'est comme tu disais, éphémère. Donc comment tu fais pour finalement capitaliser sur ces passions sans te laisser dévorer par elles, mais au contraire en faire des leviers de croissance et de transformation et de développement, quoi? Alors, bon, déjà, il y a forcément, en vieillissant, il y a une forme de maturité qui s'insère dans ta vision et ta capacité à vivre toutes les choses que tu traverses au quotidien. Et notamment moi, ces passions, parfois, plus jeunes, elles ont été tellement intenses comme tu l'as dit, elles me dévoraient. Elles pouvaient même me faire du mal dans l'absolu, notamment à cause des frustrations ou à cause du fait de passer à côté de certaines choses parce que j'étais omnibulé par ces passions. En revanche, il y a une autre chose qui est assez complémentaire et qui, je pense, a réussi à équilibrer finalement ma relation passionnelle à tout, parce qu'elle est vraiment dans tout ce que je fais. J'ai jamais réussi à faire quelque chose à moitié ou quelque chose qui me déplaisait. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Ce qui m'a, je pense, équilibré, c'est que, en fait, j'ai toujours voulu progresser en tant que personne. Mais c'est sur tous les aspects de ma personne. Et de ce fait-là, autant au niveau de la passion que sur mes relations avec les autres, sur ma capacité à prendre soin des autres, sur ma capacité à prendre du recul sur les choses, etc., ma capacité à analyser le monde, les moments que je vis, j'ai toujours voulu progresser. Et donc, de ce fait-là, je pense qu'en vieillissant, j'ai compris comment je pouvais moins souffrir dans mes passions et mes relations passionnelles. Et quand je parle de relations passionnelles, c'est pas tant avec des personnes, c'est plus par rapport à des choses ou des professionnelles ou personnelles que je vivais et que j'ai traversées. Et de ce fait-là, avoir une capacité à prendre un petit peu de recul pour l'appréhender au fur et à mesure de manière de plus en plus positive. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de la manière dont ça se manifeste, en fait, le fait de pouvoir sortir des passions, des choses positives, finalement, qui te permettent de te construire? Je pense que ce qui a beaucoup drivé en fait ce changement-là, en fait, il est assez récent. C'est une dizaine d'années et c'est venu à travers le fait de devenir papa. Comme tu l'as décrit dans mon portrait, justement, j'ai pas eu un papa présent. En revanche, j'ai eu une mère et une tante exceptionnelles. Et une chose que je m'étais juré enfant, c'était vraiment d'être là pour les miens. Les enfants que j'allais mettre au monde et vraiment de les assumer, de pouvoir tout faire pour eux, exactement comme ma mère avait pu le faire. Et c'est d'ailleurs une frustration énorme et beaucoup de souffrance. C'est le manque d'avoir une figure paternelle et un père auprès de moi. Donc, de ce fait-là, j'ai pris très au sérieux, dès le départ, le fait d'avoir des enfants, avec vraiment cette velléité de jamais se dire que ma femme gérait les enfants sur certains aspects, etc., de me dire que je pouvais être présent sur tout et n'importe quoi. Peu importe, j'avais pas de cliché sur le rôle de l'homme par rapport à sa relation avec ses enfants et ce qui était censé leur apporter. Et je pense que ça, au fur et à mesure, ça a pondéré ma relation passionnelle un petit peu en la limitant, ce qui m'a permis assez naturellement, tu vois, de ne pas déborder vers Des excès. des excès que j'aurais pu regretter par la suite. Mmh. Je te donne un exemple, je suis passionné d'un jeu de cartes, les TCG, je sais pas si tu connais les trading card games. Celui qui est le plus connu, c'est Pokémon et alors je suis un grand fan d'animation japonaise et de manga japonais et j'ai découvert, il y a un peu plus d'un an, le jeu de cartes de One Piece, qui est la plus grosse IP japonaise en termes de manga et qui est un jeu de cartes qui est vraiment incroyable en termes de stratégie, et cetera. Et au début, je me suis plongé dedans, d'une manière complètement démesurée. Mais j'ai été rappelé à l'ordre par toutes les responsabilités que j'ai et notamment celles de mes enfants. Alors je les ai mis un peu dedans, ce qui a pas forcément fait énormément plaisir à ma femme, mais finalement aujourd'hui, c'est un peu avec eux que je joue et ça a permis de border le truc et je le vis de manière beaucoup plus rationnelle. D'accord. Et finalement, c'est en partageant tes passions avec ceux qui t'aiment que tu as pu faire un levier positif de ces passions. Qu'elles sont moins dévorantes et problématiques, mais plus porteuses de valeur. Entre autres, et c'est vrai qu'en général, j'essaye de contaminer tout le monde sur mes passions et c'est pour ça qu'au niveau du business, vu que je me passionne pour ce que je fais, en général, ça se passe plutôt bien aussi. Jonathan, tu sais, ce podcast, il traite de la transformation. On a vu que toi, tu avais eu beaucoup de séquences de transformation.
Peut-être, est-ce que tu peux nous dire comment ces moments de transformation sont arrivés? Est-ce que finalement tu crois plus à une vocation ou les hasards du chemin finalement qui t'ont mis devant certaines opportunités que tu as saisies et qui t'ont permis de te transformer? Pour moi, la transformation, c'est uniquement une question de volonté. Il faut le vouloir. Et le vouloir, souvent, ça veut dire qu'il faut être capable de se faire mal, s'imposer des choses que l'on vit difficilement pour pouvoir évoluer. Naturellement, je trouve que l'être humain a tendance à se complaire dans la facilité et a du mal à évoluer. Mmh. Et je pense d'ailleurs que la France est un pays assez représentatif de ça, ce qui est peut-être moins le cas dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, parce qu'ils ont peut-être aussi moins de parachutes et de choses pour les aider. En France, on n'aime pas trop le changement, et je pense que naturellement, l'humain n'aime pas trop le changement. Donc, se transformer, c'est dur, et ça demande énormément d'efforts. Et donc, ça passe par une volonté qui est inébranlable, ça passe par énormément de résilience, et ça, c'est quelque chose qui est assez inné chez moi. Ça veut pas dire que je souffre pas, mais donc, à chaque fois, je visionne bien mes limites. Ça se fait pas de manière instantanée, mais en revanche, à partir du moment où je me suis donné un objectif, je ne le lâche jamais. Et de ce fait-là, je me transforme et je continue de me transformer. J'ai un objectif de vie, c'est d'essayer chaque jour d'être une meilleure personne, mais sur tous les aspects de notre personne. Alors, c'est un enjeu qui est vraiment pas évident, hein, bien évidemment. Donc, c'est petit bout par petit bout, mais c'est une volonté permanente et ça fait des années que je fonctionne comme ça. D'accord. Et pour ceux qui sont peut-être moins dotés que toi de cette volonté forte de transformation, mais qui sentent bien qu'ils sont pas alignés, qui sont pas finalement la version d'eux-mêmes qu'ils aspireraient à être, mais qui n'ont pas cette volonté de faire que toi, tu as de manière innée a priori, qu'est-ce que tu aurais alors suggéré en fait pour se mettre en mouvement, pour essayer de tendre vers cette transformation à laquelle ils aspirent? Tout le monde tend à se transformer. Tout le monde n'a pas le courage de le faire. Une chose qui est assez motivante, je pense, ce sont les exemples, les rôles modèles. C'est marrant, mais tu vois, assez souvent, quand j'étais dans des phases de transformation qui étaient souvent difficiles, j'ai bizarrement à chaque fois regardé beaucoup de reportages, beaucoup de témoignages de personnes qui étaient passées par des transformations, qui à chaque fois ont su m'inspirer. Et je suis pas le seul à voir ça de manière innée. J'ai peut-être plus de facilité que certains à être capable d'aller chercher ce qu'il y a au fond de moi pour me pousser à aller plus loin. Mais je pense que ce qui peut nous driver, c'est de voir les autres le faire. Mmh. Et lorsqu'on voit les autres le faire, et je pense que c'est un peu le but aussi de ton podcast, et qui ont notamment des exemples de vie, des parcours qui nous ressemblent, ça nous inspire, et du coup, ça nous pousse à se dire, moi aussi, je peux y arriver. Et je pense que c'est une bonne recette, c'est s'inspirer de personnes pour arriver à se dire que nous aussi, on peut se dépasser et on peut se transformer. En tout cas, ça marche pour moi. OK. Et précisément, est-ce que tu peux peut-être exemplifier un peu pour toi quelles ont été les rencontres déterminantes, physiques ou virtuelles, avec des personnes qui t'inspiraient, qui t'ont accompagné dans ton changement, dans ta transformation? Il y a une personne qui m'a poussé et qui me pousse. Et cette personne, bah, t'en as parlé, c'est Faria. Et Faria, c'est la seule personne qui, avec moi, n'a jamais pris de pincettes et m'a toujours poussé dans mes retranchements. Donc elle, c'était pas tant sur le côté inspirant, même si aujourd'hui, je t'avoue que c'est également une personne qui m'inspire le plus par rapport à tout ce qu'elle est capable d'accomplir, comment elle se projette, elle a une vision qui est incroyable. Mais c'est pas tant ça qui m'a inspiré. Ça, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle fait et ce qu'elle est. Mais c'est plus cette capacité à me parler vrai, à être parfois très dur dans ses mots, mais de ce fait-là, à mettre face à mes responsabilités. Mmh. Et ça m'a beaucoup aidé à avancer et à me transformer. Et s'il y a une seule personne vraiment qui a eu un impact sur cette capacité à m'aider à me transformer, c'est elle. Donc à la fois chercher la personne qui nous inspire, mais aussi celle qui peut nous parler sans concession et vrai, pour nous donner effectivement accès à ce qui sont nos forces peut-être, mais également nos axes de progrès. Tout à fait. Ouais. Même si ça fait pas toujours plaisir à entendre. Est-ce que toi, au-delà des rencontres, des inspirations, tu as développé des rituels, des habitudes qui t'ont accompagné sur ton chemin de transformation? Il y a quelque chose que je fais en permanence lorsque je découvre un nouveau sujet. J'ai besoin de rencontrer énormément de gens qui traitent de ce sujet, qui sont experts sur ce sujet, qui parlent de ce sujet. Je vais pas uniquement lire des articles, regarder des vidéos, même si je le fais également beaucoup. Et donc, de ce fait-là, j'ai besoin de le vivre à travers des échanges. Tu vois, par exemple, il y a 2 ans et demi, je me suis passionné pour le monde de la blockchain.
Quand je te dis passionné, je regardais des vidéos, je lisais des articles jusqu'à 3 heures du matin, j'achetais des crypto-monnaies, je les revendais. Enfin, j'ai vraiment tout testé et très vite, je me suis dit, il faut que je rencontre des gens. Donc, je suis allé vraiment rencontrer le marché. Je suis allé dans des événements professionnels, des salons. J'ai contacté des entrepreneurs de l'écosystème. J'ai vraiment fait un deep dive dans l'écosystème pour comprendre de bout en bout comment l'écosystème fonctionnait, ses enjeux, là où il pouvait aller, les personnes qui le construisaient, pourquoi ils le construisaient, leur motivation, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, c'est-à-dire que c'est bien de regarder des vidéos, lire des articles, mais c'est hyper intéressant aussi de parler avec des personnes qui le vivent au quotidien. Ouais, donc sortir un peu des relations virtuelles, mais Exactement. entrer dans le présentiel et établir une véritable relation Tout à fait. humaine avec des gens, et on va beaucoup plus profondément, j'imagine, sur le sujet, peut-être de nous permettre de prendre des meilleures décisions de transformation par la suite. Et on fait également aussi des belles rencontres en général. Et au-delà de ça, est-ce que tu as développé des habitudes, des rituels qui te servent vraiment? Il y a un autre rituel que je fais également, c'est que j'analyse beaucoup, a posteriori, les réactions et les choses que j'ai pu dire dans un moment important. Un rendez-vous commercial, une personne qui intègre mon cercle familial, un rendez-vous stratégique au niveau d'un partenariat, etc., etc. Je vais toujours prendre énormément de recul et essayer de me refaire le match pour me dire si j'ai bien compris tout ce qui s'était passé, si ce que j'avais dit était cohérent, si ça me plaisait, si j'aurais voulu le changer, si j'aurais pu l'améliorer, afin de préparer la suite. Et de prendre ce recul-là, en général, ça me permet d'être meilleur sur les échanges suivants et du coup, d'arriver à converger vers l'objectif que moi je me suis fixé. Donc je me refais souvent le match sur ces moments importants que je juge importants pour me dire comment j'aurais pu le faire et surtout comment je devrais mieux le faire demain. D'accord. Alors c'est intéressant parce que tu disais, je demande aussi du feedback aux autres, mais là, tu t'en demandes à toi-même finalement. Et comment tu arrives à rester objectif puisque tu es à la fois juge et partie? En fait, je considère, et j'ai toujours considéré, que je n'ai pas la science infuse. Et même sur des choses qui peuvent donner l'impression que je maîtrise, pour moi, je considère que je peux toujours monter encore en compétence. Et la logique, c'est vraiment d'être intransigeant avec moi-même. J'ai jamais été content de quelque chose que j'ai accompli. J'ai d'ailleurs rarement de plaisir sur un accomplissement. En revanche, je me dis toujours vers quoi ça va m'amener. Tu vois, cette histoire de chemin, pour moi, c'est jamais le bout du chemin qui est intéressant, c'est le chemin en tant que tel. Et donc ce chemin, il est infini dans l'absolu. Il y aura jamais de fin à tout ça. Et donc mon objectif, c'est toujours de progresser. Et de ce fait-là, je pense que j'ai une capacité à être vraiment dur et objectif sur ce sur quoi je dois travailler. Et justement, comment tu tombes pas dans l'excès inverse? Parce que parfois, il faut aussi être cool, sympa avec nous-mêmes, quoi. Donc, comment tu mets certaines limites à l'exigence que tu as sur toi? J'ai toujours entrepris des choses, pro, perso, qui me passionnent et dans lesquelles je prends énormément de plaisir. Et donc, même si je suis dur avec moi-même, je prends du plaisir. Donc, D'accord. je vis pas de manière difficile cette capacité, tu vois, à me dire, voilà, je dois avoir une autocritique pour progresser, je dois progresser. Mais comme chaque chose que je découvre, même si au début je suis pas excellent dans ce que je fais, me procure du bonheur et du plaisir, bah finalement c'est assez facile puisque, tu vois, là je t'en parle, j'ai le sourire et c'est naturel parce que je vois le chemin que j'ai à parcourir, les choses que j'ai à accomplir et je me dis mais tout ça c'est génial. Alors il y a des transformations qui sont plus difficiles que d'autres, hein, mais en général quand même, ça c'est quelque chose que ma mère m'a enseigné, elle m'a appris à prendre du plaisir dans chaque petite chose. Truc tout bête, hein, ça va être bidon comme exemple, mais tu vois, j'ai soif, je bois un verre d'eau fraîche, ça me fait du bien, ça me rend heureux. Enfin, tu vois, je vis pas dans le monde des bisounours, mais Ouais. elle m'a appris à vraiment prendre du plaisir sur des choses minuscules comme celle-ci. Et donc, de ce fait-là, même si au début, tu vois, tu peines et que tu vois que c'est difficile à comprendre, à faire, etc., chaque petite avancée est un plaisir et un bonheur. Et donc, je vise des objectifs très élevés, mais je prends du plaisir en essayant de les atteindre. Est-ce que toi, sur chemin, j'imagine que tu as rencontré des moments de doute et d'incertitude. Comment tu les gères, toi, ces moments de doute et d'incertitude, peut-être liés à des critiques ou des jugements que tu as reçus aussi? Tout n'a pas été rose, j'imagine. Alors, oui et non. Comme tu l'as dit, j'ai eu une mère qui m'a élevé avec tellement d'amour. Elle m'a permis d'avoir une confiance en moi qui est très forte. Elle n'est pas inébranlable, mais elle est très forte. Et en général, chaque critique, je la prends de manière assez positive parce que j'ai bien conscience depuis ma jeunesse que les choses tombent pas du ciel. Tu vois, pour moi, les planètes, elles s'alignent pas toutes seules. Tu dois travailler à les aligner. Et de ce fait-là, cette confiance en moi fait que les critiques que l'on va me faire, déjà, j'arrive assez facilement à capter si elles sont constructives et objectives ou malveillantes, déjà. Et en plus de ça, même si elles peuvent être malveillantes, je vais essayer de les analyser pour dire, OK,
pourquoi on m'a fait ce retour-là, qu'est-ce que je peux en ressortir et comment je peux m'améliorer pour que cette personne-là, j'arrive à l'onboarder sur le projet ou l'enjeu sur lequel j'ai envie de l'amener. Mais au niveau humain, ce qui m'a vraiment affecté et qui peut dérégler un peu finalement tout ce que j'arrive plutôt à maîtriser, c'est la tristesse. Et la tristesse, je l'ai vécue plusieurs fois avec notamment des décès. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup plus de fil à retordre pour rebondir. Et je peux te parler d'un exemple très fort, hein, les gens qui me connaissent le savent, mais en 2019, avec Faria, on a cédé Golden Bees au groupe Figaro. Donc c'était un accomplissement en soi. Et malheureusement, quelques semaines après, j'allais faire les courses avec ma mère, qui était le pilier de ma vie. Et elle est tombée dans les escaliers, elle ne s'est malheureusement jamais relevée, et 2 semaines après, elle nous quittait. Et ça a énormément ébranlé tout ce que j'étais. C'était vraiment compliqué d'arriver à prendre du recul. Et tu vois, tout ce que j'ai pu te dire depuis quelques minutes, limite, j'avais perdu toutes ces compétences. J'avais perdu une partie de qui j'étais. Et tous ceux qui sont passés par un deuil d'une personne proche et chère le savent. Mais tu vois, depuis tout petit, on me dit souvent que j'ai une forme de lumière. Elle s'était éteinte. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à la retrouver. Tu vois, le feu sacré qui fait que tu te lèves le matin et que tu te dis que tout est possible et que tu peux tout accomplir, je l'ai perdu pendant un moment. Et bizarrement, tu vois, ça a pris beaucoup de temps, et ce qui m'a fait beaucoup de bien, j'ai regardé beaucoup de reportages vidéo sur des expériences de vie exceptionnelles, et elles avaient tous une similarité, c'est qu'elles avaient eu tous des grosses souffrances qu'ils avaient poussé à se réinventer, à se transformer et à accomplir de grandes choses. Je me souviens d'ailleurs, j'ai oublié son nom de famille, je crois que c'est Copernic, un footballeur américain. Et il y avait une série sur Netflix qui retraçait son histoire. C'est marrant parce que je m'en souviens et je fais plus que m'en souvenir. Cette phrase-là, en fait, je l'ai ancrée en moi avec un tatouage. À un moment où j'avais plus mes repères, il y a une phrase qu'il répétait souvent dans cette série et qui m'a marqué, c'était « Trust your power » et confiance en ton pouvoir. Et cette phrase-là, Thierry, elle a résonné en moi. Rien que d'en parler, j'ai encore des frissons. Et je me suis dit, c'est exactement ce que ma mère m'a enseigné depuis que je suis né. Qu'il faut que j'ai confiance en ce que je suis capable d'accomplir. Et j'ai commencé à me la réciter, cette phrase, tous les jours. Tous les jours, je me la suis appropriée. Je la vois tous les jours sur mon bras, puisqu'elle est tatouée. Et tout doucement, j'ai récupéré mon feu sacré. Merci beaucoup déjà de partager cette expérience et on sent qu'on touche vraiment à l'intime et merci de cette vulnérabilité aussi et les enseignements que ça nous offre. Mais si tu devais voilà effectivement résumer cette période, même si c'est difficile, et les enseignements que tu en tires avec le recul maintenant, qu'est-ce que tu pourrais offrir à nos auditrices et nos éditeurs qui traversent ces moments difficiles que toi aussi tu as traversé? On est tous amenés à passer par ce type de moment-là, hein, de toute façon. En fait, il n'y a pas de choses dans nos vies qu'on n'est pas capable de supporter, même si on pense qu'on sera jamais capable de les surmonter. C'est faux. On est capable de tout surmonter. Pareil, c'est toujours une question de volonté, et il y a toujours un moment où on peut se dire, on peut glisser vers, tu vois, les abîmes ou se redresser. Ça se fait pas d'un coup comme ça, mais en revanche, si on se met vraiment dans une démarche et une dynamique d'y arriver, n'importe qui est capable de le faire. En fait, on l'a vu notamment pendant le Covid, et on le voit en général. Chacun, lorsqu'on est face à un obstacle, lorsqu'on est face à quelque chose qu'on pense qui est impossible à traverser, en fait, arrive l'instinct de survie. L'instinct de survie, c'est quelque chose de très très fort chez nous, les humains. Il n'y a pas que les animaux qui l'ont. On l'a aussi. Et en fait, c'est une capacité qui est hyper intéressante à explorer, puisqu'elle peut nous permettre de traverser des choses très très compliquées. Et cet instinct de survie, on l'a tous. C'est quelque chose qu'il faut anticiper, parce que peu importe que ce soit au niveau personnel ou professionnel, quand ça se passe très bien, il y a toujours un moment où ça peut être bouleversé. Et il faut réfléchir à ce moment-là. Il ne faut pas procrastiner et l'anticiper tous les jours, mais il faut se dire que ça peut changer, ça peut évoluer, et à ce moment-là, il faudra être capable de switcher sur cet instinct de survie.
Donc, encore une fois, dans cette logique, tu vois, de se transformer, la transformation, c'est jamais immédiat et ça passe par la montée en compétence sur des sujets. Et l'instinct de survie, c'est quelque chose qui est très précieux dans les moments difficiles. D'accord. Donc aussi avoir confiance en son instinct et pas uniquement sur l'acquis, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on sait, mais aussi se dire qu'en nous est programmé un certain nombre de choses qui nous permettent de faire face à ces moments difficiles, quoi. Exactement. Quel impact, toi, tu dirais, tes transformations ont eu sur toi-même dans un premier temps, mais aussi sur les autres? Sur moi-même, sur certains trucs, parfois, ça m'a rendu un peu chiant, un peu trop rigoureux, parce que tu vois, trop exigeant sur moi, mais aussi sur les autres. Donc pareil, après, faut reprendre du recul et se dire, mais en fait, là, tu vas peut-être un peu trop loin. Donc il y a eu cet aspect-là. Quand tu te transformes, c'est pas toujours bénéfique, hein, que ce soit pour toi ou pour les autres, d'ailleurs. Mhm. Donc parfois, il faut revenir en arrière. Et après, c'est de pouvoir continuer, tu vois, ce mode de vie à se dire que chaque jour est une nouvelle aventure et chaque jour va être appréciable. Je suis jamais rentré dans une routine où je me dis: Demain je dois faire ça, après-demain il y a ça» et cetera. Bien évidemment, j'ai quand même un planning, enfin tu bien en tant qu'entrepreneur et puis même en tant que père de famille, enfin comme tout le monde en réalité. Donc les choses sont très timées, très structurées, mais tu vois, cette capacité à toujours prendre plaisir sur comment va se passer le prochain jour. Et ça c'est, je pense quelque chose de génial, c'est que, je ne subis pas ma vie. Je l'apprécie. Tu vois, quelque chose que j'ai compris avec le temps, c'est que justement, la chose la plus précieuse qu'on a sur terre, c'est le temps. Et contrairement à ce qu'on dit, on le rattrapera jamais. Et donc, choisir comment administrer son temps est hyper précieux. Et du coup, ces transformations, elles me permettent d'être en capacité d'apprécier chaque moment de vie que je passe. Et pour les autres, cette transformation, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact autour de toi? Alors, ça n'a pas été neutre. Je me suis beaucoup éloigné de beaucoup de gens, en réalité. Bon, c'est vrai que l'entrepreneuriat, mélangé à la paternité, ça aide pas. Et à un moment, tu peux pas tout faire en même temps. Mais c'est vrai que je me suis éloigné de beaucoup, beaucoup de gens. Certains parce que justement, quand j'évoluais au niveau personnel et que je trouvais qu'on ne partageait plus les mêmes valeurs, bah du coup, je voyais plus forcément l'intérêt de passer du temps avec elles. Mais encore une fois, accentué par le fait que du temps, j'en ai peu. Donc, ça m'a coupé de certaines relations pour les autres. Certaines transformations, je pense, ont été dures pour certaines personnes de mon entourage parce qu'elles m'ont trouvé trop exigeant avec elles. Donc ça n'a pas été neutre, mais ça m'a quand même, en partie, en tout cas à un moment de ma vie, coupé beaucoup de certaines personnes que je côtoyais par le passé. Et notamment de ma famille, d'ailleurs. D'accord. Mais que tu regrettes, ou est-ce que c'est parce que quelque part il y avait une forme de toxicité dans ces relations que tu as coupées et qu'elles n'étaient pas bénéfiques pour toi, ou c'était un peu des dommages collatéraux de tes transformations? Certaines que je regrette, d'autres pas. Après, c'est bizarre parce que c'est peut-être un peu antinomique avec, tu vois, mon amour pour les relations et ce que je peux découvrir des gens. Mais j'ai été élevé comme un fils unique, pourtant avec une grande famille, et j'adore passer du temps seul. J'adore ça. Aujourd'hui, j'en ai peu du temps seul, mais donc du coup, tu vois, arriver à prendre des moments seuls, moi, c'est quelque chose qui me régale. Donc, Un peu de compagnie avec toi-même. ouais, franchement, ouais. Et pourtant, tu vois, Fort. je parle à tout le monde dans la rue, dans les magasins. En fait, dès que j'ai envie de dire quelque chose et d'interagir avec quelqu'un, je vais pas me limiter. Tu vois, je te donne un exemple, mais l'autre jour, je faisais réviser ma fille son contrôle d'anglais sur du vocabulaire. Et il y a une personne, je vois qu'elle me regarde dans le RER et je sens qu'elle a envie de me parler, donc j'ouvre la conversation et puis on en est venu à rigoler et puis il y a une autre personne qui est rentrée dans la conversation et puis on a parlé pendant 10 minutes. Et tu vois, ça c'est des moments de vie, du temps qui est hyper appréciable. Et donc j'adore et ça me nourrit énormément, l'autre, mais j'adore être tout seul aussi. D'accord. Ok, donc c'est trouver la bonne mesure en fait C'est ça. entre ton temps à toi et celui que tu offres aux autres. Précisément, les autres, quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation? Une personne qui n'a pas vraiment débuté, qui n'est pas aussi avancé que toi sur le chemin, mais qui voudrait démarrer, qu'est-ce que tu aurais à lui conseiller? C'est vraiment ce qu'on a dit en amont, hein, c'est-à-dire c'est chaque volonté doit s'accompagner de recherche. Il faut rechercher pour comprendre vraiment là où on a envie d'aller. Et la recherche, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir énormément d'outils à notre disposition. Bien évidemment, on a les livres, on a Internet, on a beaucoup de publications, de rapports, d'études.
Mais à un moment, il faut quand même se plonger dans quelque chose si on veut en découvrir et en comprendre Mmh. l'essence. Donc, il faut s'imposer vraiment une volonté de recherche et y aller, sans limite. Et la deuxième chose, c'est tout ce qu'on va découvrir derrière, de le challenger avec des personnes qui l'ont déjà vécu ou qui ont un niveau d'expertise bien plus développé que le nôtre. Pour moi, c'est cette dualité entre à la fois aller chercher de l'information seul et à la fois échanger avec les autres, confronter tout ça et arriver à en sortir quelque chose qui corresponde et qui va te permettre vraiment d'aller de l'avant sur le projet que tu es en train de mener. À quoi ça ressemble la suite du chemin, Jonathan? Est-ce que tu l'as imaginé, toi? Il y a pas mal de projets en cours. C'est quoi le chemin futur pour toi? Franchement, le chemin futur, il est incroyablement excitant. Aujourd'hui, j'ai 2 enjeux énormes de vie, un enjeu personnel et un enjeu professionnel. Étrangement, comme tout le temps dans ma vie, les deux, je pense, sont intimement liés. L'enjeu personnel, c'est la capacité à amener justement mes enfants sur le chemin qu'ils aimeraient parcourir, sachant qu'aujourd'hui, il n'est pas défini. Le deuxième enjeu, c'est bien évidemment Community, la société que j'ai confondée avec Faria et Mustapha, basée sur l'intelligence artificielle générative et qui est la technologie la plus structurante et disruptive qu'on a pu voir depuis Internet. Et donc construire sur une infrastructure technologique autant en ébullition, avec un champ des possibles infini, c'est incroyablement excitant. Là où ça devient intéressant et à la fois perturbant, c'est que j'ai la conviction que en fait, ces deux enjeux de vie vont se croiser. Car l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative vont prendre une part de plus en plus importante dans tout ce que l'on vit et tout ce que l'on fait à titre personnel et professionnel. Mmh. Et donc, mon enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que Community soit une société incroyable et qu'elle puisse accompagner le quotidien professionnel du plus grand nombre de personnes dans le monde, Mmh. et notamment au niveau international, ce qui était un peu une frustration qu'on avait vécue avec Golden Beast, parce que malheureusement, on a cédé la boîte trop tôt. Et en même temps, c'est de bien décrypter tout ce qui va se passer, parce que je sais que ça va avoir un impact monumental sur la vie personnelle et professionnelle de mes enfants. Je l'ai décrit rapidement dans l'introduction, mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que fait Community aujourd'hui? Bien sûr. Quoi l'enjeu et ce que vous poursuivez comme objectif? Bien sûr, ça va être hyper cohérent, je pense, avec tout ce qu'on s'est dit en amont, mais Community, c'est né d'une frustration que Faria et moi avons depuis 20 ans. Peu importe les sociétés dans lesquelles on a travaillé ou qu'on a créé ou les écosystèmes dans lesquels on a pu évoluer, on a toujours eu énormément de mal à pouvoir s'appuyer sur tout ce qui existait, la mémoire de l'entreprise, donc les données et les documents, mal rangés, pas forcément bien documentés, obsolètes, erronés. Et de l'autre côté, la conviction que, en plus des informations et de la mémoire de l'entreprise, il fallait être capable aussi de capitaliser sur les forces vives d'une société, à savoir ses collaborateurs, ses individus. Pareil pour un écosystème. Mais pareil, à chaque fois que tu rentres dans une nouvelle organisation, peu importe sa forme, c'est toujours difficile de savoir à qui parler, pourquoi, et d'être capable de les mobiliser sur les sujets qui, toi, te tiennent à cœur et sur lesquels tu travailles. Et Community, c'est ça. Community, c'est une interface conversationnelle, donc via du langage naturel, c'est-à-dire en lui posant une question ou en lui demandant une tâche, tu vas être capable d'exploiter les données, les documents, peu importe les outils web ou les infrastructures sur lesquelles elles sont stockées. Et en plus de ça, en même temps de pouvoir le confronter en mobilisant les experts ou en tout cas les personnes qui constituent l'écosystème dans lequel tu évolues. Pour avoir un accès à l'information de manière 360 et toi être bien plus efficace pour prendre des décisions et pour opérer en day-to-day ou stratégique. Ouais, donc ça fait vraiment lien avec ce que tu disais, de cette documentation, recherche théorique, ensuite la confronter à l'environnement pratique Exactement. pour être beaucoup plus performant. C'est exactement ça. OK. Et donc tu disais, premier objectif, amener tes enfants sur le chemin. Et puis le deuxième? C'est deux objectifs qui se font en parallèle. C'est amener Community le plus loin possible Ouais. et en même temps permettre à mes enfants de prendre le chemin qu'ils ont envie de prendre. Et pour moi, ils sont liés puisque chaque jour, tu vois, on découvre ce qui est possible à faire avec cette technologie qui est l'intelligence artificielle générative. Et ayant la conviction que ça va avoir un rôle fort et une importance dans nos vies personnelles et professionnelles, ça me permet de le décrypter pour les amener justement sur un chemin qui soit le bon. Au-delà de, bien évidemment, tous les enjeux classiques d'éducation qu'on peut avoir sur ces enfants. Alors Jonathan, on arrive à
la fin de notre conversation. Est-ce que tu as quelque chose qui te tient à cœur que tu aimerais partager? J'ai pas grandi dans un milieu favorisé. Sur le papier, j'étais pas censé évoluer dans cet écosystème d'entrepreneuriat tech français. Et le message que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas un chemin qui est impossible. J'en suis la preuve. Je suis clairement pas le seul. Il y a plein de parcours comme le mien qui le prouvent. C'est possible. Et là, c'est un message plutôt aux personnes qui viennent des banlieues, des cités HLM, qui n'ont pas fait des grandes écoles, qui à la base sont pas destinées à des parcours d'entrepreneurs dans la tech ou ailleurs d'ailleurs. C'est possible. C'est possible et il faut justement croire en sa volonté, en ses capacités et ce que j'invite à faire justement à ces personnes qui doutent ou qui ont envie de se transformer pour aller dans ce sens-là. Je t'en parlais la dernière fois, j'ai lu un livre que ma mère lisait tout le temps, au moins une fois par an, depuis que je suis tout petit. Et ce livre, c'est L'Alchimiste. On est tous capables d'accomplir sa légende personnelle. Il faut juste le vouloir. Super, écoute, avant de se quitter, il y a un petit exercice qui est une tradition de ce podcast, c'est les questions mitraillettes. Donc l'idée, c'est de te soumettre à un nombre de questions illimité, mais en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Alors, je viens de finir justement L'Alchimiste et je suis à la recherche de mon prochain bouquin. Donc, Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? je suis un grand fan de Japanimation et j'adore les openings des animés. Et le dernier que j'adore, que j'écoute beaucoup, c'est celui de Solo Leveling. Quelle est ta citation préférée? Trust your power. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Faria. Que voulais-tu faire quand tu étais petit? Astronaute, puis président, mais en réalité assez rapidement entrepreneur. Quel talent aimerais-tu avoir? Chanteur. Quelle est ta plus grande force? La détermination. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Mes enfants. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? N'aie jamais peur d'échouer. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Passer du bon temps avec les siens. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? J'aurais aimé avoir plus de connaissances sur tout l'écosystème entrepreneurial que j'ai découvert. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Le manque de motivation et la mauvaise foi. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Comme une personne qui arrive à faire ressortir des autres le meilleur d'eux-mêmes. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? La religion. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? J'ai une phrase de mon père, dont je me souviens, qui me disait toujours « Mon fils, tu es condamné à réussir ». J'ai jamais échoué de ma vie parce que pour moi, l'échec est permanent. Mais si tu sais que l'échec est permanent, en fait, tu ne peux que réussir puisqu'à un moment, tu y arriveras. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? N'abandonne jamais le sport puisque tu verras que tu grossiras beaucoup plus vite que quand tu étais plus jeune. Ok, et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Adrien Hubert. Adrien Hubert, c'est un ami. Je l'ai rencontré dans le monde de la blockchain. C'est une des personnes les plus incroyables et stimulantes que j'ai pu rencontrer, à la fois par ses capacités intellectuelles et à la fois par son empathie. Et c'est une personne que je t'invite à découvrir. Excellent. Merci Jonathan, merci pour ton témoignage éclairant et inspirant. Bonne suite du chemin et bonne chance à Community. Merci Thierry. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Jonathan. Premièrement, se transformer demande de la résilience, des efforts et une véritable capacité à s'imposer, ce qui est inconfortable. Rien ne se transforme sans une intention forte de changement. Deuxièmement, acceptons la difficulté comme partie prenante du chemin. Le changement n'est pas censé être facile. C'est précisément parce qu'il est difficile qu'il a du sens et qu'il nous transforme profondément. Troisièmement, ne nous laissons pas piéger par le confort. Nous avons parfois tendance à nous complaire dans ce que nous connaissons. Évoluer suppose de quitter les facilités pour entrer dans une zone d'inconfort fertile. Quatrièmement, cessons d'attendre que les planètes s'alignent. Rien ne tombe du ciel. C'est à nous de créer les bonnes conditions. Prenons la responsabilité d'aligner les planètes une par une. Cinquièmement, apprenons à accueillir la critique. Si elle est constructive, elle devient un levier pour progresser. Si elle est malveillante, elle révèle parfois nos insécurités. Sachons alors faire le tri en gardant ce qui nous élève et en laissant de côté ce qui nous freine. Et enfin, sachons puiser du plaisir même dans l'effort. Chaque avancée, même minuscule, est un pas vers nous-mêmes. Cultivons cette joie-là, celle du chemin, plutôt que de la destination. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation.
Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.